chers collègues, chers amis, merci de m'avoir invité. Je vais parler d'un sujet qui reste relativement tabou, c'est les salaires dans l'enseignement supérieur. J'aborde le sujet avec une certaine estime, une certaine retenue, parce que je sais évidemment qu'il y a beaucoup de gens en France qui vivent avec des moyens modestes, mal à joindre les deux bouts. Et donc, le constat que je vais dresser doit quand même rester modéré au regard des difficultés avec lesquelles se débattent un certain nombre de nos concitoyens. Néanmoins, je pense que ça ne vous empêche pas de... Je ne suis pas sur Mac, moi. C'est mes enfants. Avec la... Je ne vois pas là. Alors, d'abord, c'est un sujet tabou. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'organisations collectives des universitaires qui parlent de ce sujet. Mais on peut constater que pas mal d'universitaires français, en tout cas, votent avec leurs pieds. Et ce n'est pas un phénomène, en fait, nouveau. Le fait que les universitaires ne parlent pas beaucoup de salaire, mais sont quand même très sensibles au salaire. Le nom d'une des rues qui voisine l'université est en l'honneur du grand juriste Cujas. Et il y a eu des études qui ont été menées sur, non seulement Cujas, mais sur tous les universitaires de son époque. Je vous renvoie à la page de David Delacroix, de l'Université catholique de Louvain, qui a obtenu une ERC pour étudier finalement l'évolution du monde universitaire de 1250 de 1200 à 1800. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà au Moyen-Âge, déjà à la Renaissance, il y avait une circulation des universitaires entre les différentes universités d'Europe. Et que faisaient les universités pour l'attirer? Eh bien, ils augmentaient les traitements pour attirer les meilleurs. Par exemple, Cujas quitte l'université de Turin pour s'établir à l'université de Valence, non pas Valencia, mais Valence, où il double son traitement. Il obtient la location d'une belle maison au centre de Valence qui lui est offerte. Le loyer est gratuit, et plus des émoluments, disons des frais de mission importants. Donc, ce n'est pas nouveau ce que nous constatons chez nos collègues, cette migration qui suit, bien, je dirais, des flux financiers liés aux rémunérations. Donc, je citerai également Adam Smith. Adam Smith, il y a des passages dans La richesse des nations. Il parle de la circulation des universitaires entre les différentes universités et lui-même a semblé relativement sensible à l'argument pécunier attaché aux rémunérations universitaires. Donc, le point que je voudrais faire, c'est de repérer avec la LPR, modifie quelque part qui a modifié de manière importante la distribution des salaires des universitaires, c'est faire un certain nombre d'observations statistiques qui seront complétées par des remarques sur les préférences sociales que cela semble indiquer quant au choix public conforté par les syndicats dominants qui nous représentent. Alors, évidemment, je ne vais pas compléter considérablement ce qu'a dit Robert, parce que lui s'est intéressé au budget, et en disant qu'il y a eu une considérable dévalorisation des salaires dans l'enseignement et l'enseignement supérieur dans les précédentes décennies. Je me permets de signaler donc un article qui portait sur les salaires de l'enseignement du second degré par Touria Jaïdan et Robert Garibobo, qui a été complété par un article dans la revue publiée par Gallimard qui s'appelle Grand Continent, par Kevin Hédé,
et qui, sur les 2 dernières décennies, et qui montre qu'un agrégé du second degré, qui est au dernier échelon de la classe normale, reçoit maintenant un salaire équivalent au salaire certifié à l'échelon 9 en 1982. Donc, en fait, c'est effectivement, avec l'ancienneté, nous progressons sur un tapis roulant qui recule. Et finalement, ce tapis roulant n'a pas cessé finalement de nous entraîner, de nous faire reculer avec cette remarque importante, c'est que ce décrochage concerne un peu tous les cas de la fonction publique, mais il concerne plus particulièrement tous les enseignants, y compris les enseignants du supérieur. Donc, il y a là un effet spécifique dans notre secteur. Alors, quel paysage avec la LPR qui semble rester pour l'instant l'horizon indépassable de ce double quinquennat? Donc, je n'ai pas ici des statistiques qui vont intéresser à la distribution des rémunérations. Je vais m'intéresser simplement à une mesure qui est l'écart de rémunération après la LPR. Alors, je vous conseille aussi de lire un article très intéressant d'Olivier Béot et de François Batin, écrit en 2000, donc avant la LPR, qui s'appelle « L'université est la mal-aimée de la République », où il y a un passage, et je reprends leurs chiffres. Un maître de conférence, donc en 2000, est aujourd'hui recruté à 1812 € net par mois, soit une fois et demie le SMIC. Au moment de la création du corps de maître de conférence, en 1985, cet indice salarial correspondait à 2,4 fois le SMIC. Que fait la LPR? Et donc là, je me base sur des données que j'ai trouvées sur Internet. En tout cas, je dirais qu'elles sont puisées à bonne source. C'est le site de la CGT. Elles sont exprimées aussi en SMIC. Ce qui est intéressant, c'est que le SMIC devient l'unité de référence. Donc, vous savez que la LPR a donc institué que tout chargé de recherche ou tout maître de conférence nouvellement recruté devrait être recruté à une rémunération qui ne pourrait pas être en dessous de 2 fois le SMIC. Donc, d'après Olivier Béot et François Batin, on était à 2,4 de SMIC en 1985, on est tombé à 1,5, on remonte à 2. Alors, je vais faire quelques petites observations. C'est que, donc, à la rentrée 2022, donc cela correspondait à un salaire de 3 206 €, mais qui est déjà en retard par rapport à 2 fois le SMIC en janvier 2023, parce que le SMIC il a été revalorisé de 8% l'année dernière et en comptant l'évaluation du mois de janvier. C'est-à-dire qu'on est déjà un petit peu en retard, mais je suis évidemment confiant du fait que l'indemnité différentielle qui vient compléter l'écart entre la rémunération indiciaire et 2 fois le SMIC va venir, je dirais, compléter l'écart qui existe avec entre les 3 200 € de ce maître de conf recruté en septembre 2022 et déjà le SMIC qui est à 3 400. Mais je voudrais faire 2 observations. Une sur le salaire du professeur junior. Le salaire du professeur junior dont on a parlé au premier exposé, il est à combien? 3 443. Donc, tout simplement, le salaire d'un professeur junior va être rattrapé dès cette année par le salaire d'un maître de conférence recruté et dépasse le salaire d'un professeur de seconde classe qui démarre, lui, à 3 200 et qui ne va pas être concerné par cette revalorisation. Et donc, ça me fait conclure déjà une première petite remarque statistique que j'appelle une anomalie. Donc, avec cette indication sur le SMIC, le salaire MCF en début de carrière va rejoindre celui de la chaire junior, dépasser celui du professeur de seconde classe, et je vais être provocant.
N'est-on pas dans le début d'une unification des corps depuis longtemps, une revendication de certains syndicats qui commence ici par les traitements les plus bas, alors même que cette LPR a suscité des manifestations comme celle que, avec le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, similaire à celle que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, Christophe Paulet du SGEN, qui s'intéresse beaucoup aux questions de rémunération, s'étonnait et revendiquer cette opposition au fait que le professeur junior soit mieux payé en disant que ça crée une hiérarchisation entre les collègues que nous jugeons néfaste. Eh bien, il peut être content, Christophe Bonnet du SGEN et tous les autres syndicats qui sont sur cette même ligne. Anomalie numéro 2. Si on regarde maintenant le nombre d'années qu'il va falloir que ce maître de conf recruté à 2 fois le SMIC pour qu'il espère un avancement à l'ancienneté de la grille des maîtres de conférence de 2e classe, eh bien, chers collègues, il faudra qu'il attende 10 ans pour que son salaire dépasse en fait le 5e échelon. Mais ça, c'est ce qui va. Je parle de la réalité de 2022, 2023. Et si on projette jusqu'à la fin de la LPR, c'est une mise en œuvre jusqu'en 2027. Le point d'indice, cette année, 2022, a été revalorisé de 3,5%. L'inflation, selon les derniers chiffres de l'INSEE, ce n'est pas 6%, c'est 5,2%. Mais ce qui fait quand même une perte de pouvoir d'achat moyenne sur l'année de 1,7%. Si je prolonge cette tendance, et effectivement, si je regarde les 40 dernières années, le salaire, le point d'indice a toujours été en retard par rapport à l'inflation, donc c'était un prix perdu en moyenne chaque année entre 1 et 2%. Si je prolonge sur les 5 dernières années de ce quinquennat, eh bien, le traitement de ce maître de conférence qui sera recruté aura rattrapé le 6e. Et comme il y a, je dirais, un délai relativement important de 3 ans entre le 6e et le 7e, en 2027, ce maître de conférence nouvellement recruté devra attendre 15 ans pour espérer une augmentation à l'ancienneté. Alors, chers amis, chers collègues, je pense qu'ici, en tant qu'économiste, on raisonne souvent en termes d'équilibre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut réaliser un équilibre économique, un équilibre social? Très franchement, je pense que là, on est dans une situation qui n'est pas du pardon. Et donc, il y aura forcément, en 2027, une question qui sera posée sur ce type d'anomalie. Première observation également concernant maintenant le déroulement de la carrière. Entre, vous êtes rentré maître de conférence avec 2 fois le SMIC, vous terminerez peut-être, espérons-le, avec comme un professeur de classe exceptionnel au dernier échelon. Quel est l'écart avec la LPR? 1,83, c'est moins de 2. En fait, j'ai regardé, j'ai travaillé, Robert a beaucoup travaillé sur les salaires, il a fait des travaux plus avant que les miens, et j'ai fait des travaux au titre des fonctions à France Stratégie. Effectivement, 1,85, c'est pour les gens qui ont un diplôme au-dessus du bac, c'est effectivement la progression moyenne que l'on peut attendre entre, disons, le début de la carrière et la fin de la carrière. Alors, évidemment, il faut compter avec les primes. Avec les primes du système PRIPEC, il y a 3 primes, la prime statutaire, la prime fonctionnelle, la prime individuelle. La prime individuelle, c'est ce qui concerne, disons, grosso modo, les travaux de recherche, les travaux d'encadrement doctoral. Donc, je vous rappelle qu'une responsabilité fonctionnelle, c'est 1 année de SMIC au maximum. La responsabilité individuelle de la recherche, c'est au maximum 3/4 de SMIC en plus. Et donc, au total, l'écart maximal, si vous voulez, entre un jeune
maître de conférence et un professeur qui serait au dernier échelon de la classe exceptionnelle et qui aurait la prime maximale au niveau de la recherche, ça nous donnerait une progression de 2 fois. Maintenant, je vais parler d'inégalité un petit peu pour vous dire que l'université française, avec le reste du monde salarial, est bien dans un rapport d'inégalité recommandé par Platon. Platon, il recommande un écart au maximum de 1 à 4. Thomas Piketty, en 1998, a fait une enquête auprès des Français pour leur demander quel était l'écart des salaires maximal qui pouvait être considéré comme juste. Il est tombé à 3,6. Thomas Piketty, dans un de ses derniers ouvrages, Une brève histoire de l'égalité, au dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, prend parti pour cette norme platonicienne et dit que la société devrait être organisée avec des revenus dégressés de 1 à 4. Eh bien, félicitons-nous. L'université française donne l'exemple de cette norme, de cette application, de cette norme que je vais appeler Piketto-platonicienne. Nous sommes à 3,77. Et si sans compter le RIPEC, et avec le RIPEC statutaire, on est à 3,9. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions dans le monde universitaire de l'exception de cette norme d'inégalité? Ah oui, il faut quand même rappeler les PUPH, les professeurs hospitaliers PH. Ils ont une prime qui va de 33 000 à 55 000 euros, ce qui fait 2,7 fois le SMIC. Et donc là, on a 6,6 fois le SMIC. Les présidents d'université, je n'en parle pas, mais leur prime, c'est, je dirais, 2 fois la prime maximale qu'un scientifique peut obtenir au titre de la prime individuelle. Et puis, si j'écarte, mon regard embrasse l'ensemble de la fonction publique, et je me dis, est-ce que cette norme platonicienne, elle est respectée ailleurs? Je vous rappelle qu'un conseiller d'État, au maximum, à la fin de sa carrière, si on rapporte ça au SMIC, c'est 9 fois. Est-ce que je peux continuer encore un petit peu ou pas? 3 minutes. 3 minutes. Bon. Alors, je ne vais pas développer, mais simplement pour vous dire qu'avec cette sous-indexation des traitements avec l'inflation, on va assister parallèlement à la smicarisation des salaires des salariés du privé en France, qui est un phénomène largement connu. Eh bien, on va assister à ce que j'appelle la smicarisation x2 de l'université française. Et il y aura une proportion de plus en plus importante des universités françaises qui seront rémunérées à 2 fois le SMIC. Et ça va continuer. Parce que, parlons du budget 2023. Oui, belle augmentation, 4,3%. Mais c'est encore en retard par rapport à l'inflation de 5,2%. Et là, on a déjà l'effet, enfin, toujours l'effet de la LPR. Observation suivante. Observation suivante en termes des préférences sociales. Les économistes ont depuis longtemps théorisé 2 attitudes extrêmes vis-à-vis de l'égalité. L'indifférence totale, c'est l'utilitarisme. On veut simplement maximiser la somme des salaires, des utilités, indifférence totale à l'inégalité des situations individuelles. Et l'autre cas, on veut maximiser les salaires du bas. Et ça, c'est théorisé sous l'appellation de théorie rawlsienne, en l'honneur de John Rawls. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les gouvernements successifs, qu'est-ce qu'ils font? Et en particulier avec la LPR, c'est en fait la norme rawlsienne. On s'intéresse au plus bas. Et donc, il y a une conjonction des forces absolument remarquable entre une grande partie des syndicats qui nous représentent et qui sont majoritaires en fonction de cette norme rawlsienne et du pouvoir qui est au ministère des Finances, qui veut effectivement réduire au maximum les coûts financiers de toute réforme de notre grille des salaires. Et c'est assez remarquable parce que, en général, les économistes se disent oh, quelque chose qui est rawlsien, ça concerne une partie
c'est pas possible que ça arrive comme équilibre politique. On parle plutôt du fait que c'est plutôt l'équilibre médian qui va arriver. Eh bien non, dans le bon menu institutionnel, on met en place, et donc c'est tout à fait remarquable sur le plan. Alors, je vais finir. Quelles sont les conséquences? Et ça fera un petit peu en écho avec ce qu'a dit Robert. Oui, les universitaires aujourd'hui votent avec leurs pieds, comme autant de Pujas. L'anglais est devenu la langue universelle de la recherche, dans presque tous les domaines comme l'était le latin, et les jeunes les plus brillants tentent leurs aventures à l'étranger. Et en économie, de plus en plus, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, dans les écoles de commerce, je dirais, quelle que soit leur préférence en matière d'égalité sociale qu'ils manifestent. Ils vont chercher quoi? Les rémunérations que les étudiants sont prêts à leur offrir via les droits d'inscription dans les écoles de commerce ou dans les droits d'inscription que payent les étudiants dans les universités étrangères. Car ne nous trompons pas, chers collègues, au Moyen-Âge, pourquoi Pujas était 2 fois plus payé? Parce que les étudiants venaient en raison de la réputation de Pujas. Et c'était les droits d'inscription, et c'est les droits d'inscription liés à la réputation individuelle des professeurs. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, les étudiants viennent pour la réputation de l'ensemble des professeurs d'une université. Mais c'est une vérité depuis 5 siècles. C'est une vérité que nous devrions méditer si nous continuons à croire qu'il y a un autre modèle social pour, je dirais, résoudre quoi? Résoudre le problème de la fuite des cerveaux, ce problème qui est quand même inquiétant, qui, je sais pas, j'espère un jour que les universitaires auront accès aux bases de l'OST, qui dépend du HCERS, qui montre que la France décroche complètement en termes d'indicateurs bibliométriques. Elle est passée du 5e rang au 9e rang en quelques années. Et finalement, je dirais ce sera mon dernier mot, la seule réponse qui a été depuis plusieurs quinquennats, ça a été finalement de construire des villages Potemkin. Rappelez Catherine II, il revient à la mode actuellement. Eh bien, il y avait une pauvreté aussi à l'époque, cette époque de cette Staline. Et Potemkin avait organisé des villages imaginaires. Et donc, lorsqu'elle voyageait dans les campagnes, elle voyait des villages qui avaient été reconstitués avec une certaine aisance. Eh bien, je me demande si les conglomérats d'établissements universitaires qu'on a constitués depuis une quinzaine d'années ne sont pas comme ces villages Potemkin et qui donnent à voir aux souverains, je dirais, le fait que peut-être il y a des grands ensembles qui donnent illusion au mois d'août sur la force de nos universités d'élite et qui essaient de jouer simplement sur un effet de masse plutôt que d'essayer de réfléchir à ce qui pourrait faire en sorte que les réflexions qui sont menées soient les plus éminentes. Merci, mes chers collègues.